Tu lis le Coran, tu vas en camp. Tu portes une barbe, tu vas en camp. Tu envoies des vœux pour l'Aïd, tu vas en camp. Voilà la terreur qui s'abat sur les Ouïghours de Chine en ce moment. L'ethnie ouïghour, musulmane et turcophone, est violemment persécutée par le pouvoir central chinois depuis des décennies. Historiquement majoritaire dans la région autonome ouïghour, les Ouïghours sont également victimes d'une politique de colonisation chinoise qui les rend minoritaires sur leur propre territoire. Depuis 4 ans, la répression s'accélère. Les Ouïghours sont déportés dans des camps. C'est le plus grand internement du XXIe siècle, rappelle Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé qui a fait du combat ouïghour l'une de ses priorités. Nous allons à la rencontre de l'homme pour revenir sur son combat en faveur des Ouïghours. Nous allons également parler de Nicolas Sarkozy, d'atlantisme, de Palestine et de la gauche. Bienvenue sur le plateau du Nadia Lazouni Show pour cette édition spéciale Ouïghour. J'ai le plaisir de recevoir l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors avec vous, on va parler ouïghour et ça sera aussi l'occasion de revenir sur votre parcours politique qui, comme je le disais, interroge. Vous êtes une personne qui fédère énormément et qui divise aussi par ailleurs. On y reviendra. S'agissant de la cause ouïghour, quand et comment avez-vous eu connaissance de l'oppression des Ouïghours que la société civile commençait déjà à dénoncer en 2012 ? En fait, je pense qu'on avait tous, enfin les gens qui s'occupent de droits humains, on avait tous conscience vaguement qu'il se passait quelque chose de terrible en Chine. Mais comme tout le monde, j'entendais des choses et je cherchais pas vraiment à en savoir plus. Et quand je suis devenu député européen, avec mes équipes, on s'est réunis et on s'est dit que ce qu'il fallait faire pour être utile, c'était de devenir une sorte de voix des sans-voix au sein du Parlement européen. Et donc on a commencé à recevoir des peuples qui sont menacés. Et à un moment, on a eu un rendez-vous tout de suite, au tout début du mandat, avec des représentants de la diaspora ouïghour. Et ce rendez-vous qui devait durer 1 heure, il en a duré 5, et c'était que des récits sur les camps. Les camps de concentration, les persécutions, les viols collectifs. Et à chaque fois, la personne qui parlait, en fait, avait sa famille dans le camp. Et pendant tout le rendez-vous, je me suis dit, mais en fait, il y a un décalage qui n'est pas un décalage, qui est un gouffre, en fait, entre la réalité qui est décrite et la perception qu'on en a. Entre la réalité qui est décrite, qui est le plus grand internement de masse du monde, et le retour des pratiques, mais de camps de concentration, et le silence en fait total qui entoure ce crime contre l'humanité. Pourquoi cette minorité musulmane est-elle persécutée par le régime chinois ? Et ce qui est visé, c'est pas simplement une religion, c'est aussi une identité, une culture qui est réticente à en fait l'assimilation de force à la Chine. C'est un ensemble qui forme un peuple en fait qui est visé. Et pourquoi les Ouïghours en particulier, et d'ailleurs les Kazakhs et les autres ethnies turciques d'Asie centrale qui peuplent cette région, pourquoi est-ce qu'ils sont visés en tant que tels ? C'est parce qu'en fait ils sont perçus par le pouvoir nationaliste chinois comme une menace à leur universalisation du contrôle sur le territoire chinois. Et en plus ils habitent une région qui est une région stratégique pour les autorités chinoises, en particulier dans le cadre de du grand projet, en fait, qui est leur projet phare, qui s'appelle les Nouvelles Routes de la Soie, et qui est le cœur de la stratégie chinoise d'expansion, non seulement en Asie centrale, mais en fait dans le reste du monde. Et donc, il faut impérativement mater ce peuple-là, mater cette identité, pour pouvoir mener cette politique d'expansion. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, non seulement ils persécutent les pratiques religieuses des Ouïghours, ils leur interdisent de lire le Coran, de se souhaiter des vœux pour l'Aïd, mais en plus, ils cherchent à effacer tout ce qui est constitutif de l'identité de ce peuple. La langue, la culture, même quand elle n'est pas religieuse, c'est les intellectuels qui furent les premiers à être envoyés en camp, tous les cadres de la société, parce que leur but, c'est l'éradication d'un peuple en tant que peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils massacrent l'ensemble des individus au moment où on se parle. Ça veut dire qu'en fait, les individus sont soumis à ce choix qui est, si tu veux survivre en tant qu'individu, tu dois abdiquer ton appartenance à un peuple. Et c'est pour ça que dans les camps, par exemple, il y a une cérémonie le matin où les détenus doivent renoncer à leur religion, renoncer à leur langue, renoncer à leur culture, renoncer à ce qui constitue leur identité en tant que peuple, pour pouvoir
vivre une journée de plus en tant qu'être humain. Il faut juste rappeler quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais de quoi on parle? On parle de 1,8 à 3 millions d'êtres humains qui sont parqués dans des camps de concentration. C'est pas juste 50 opposants ou 1000 personnes dans une ville. C'est un peuple entier qui est parqué dans des camps dont les maisons, quand ils ne sont pas dans les camps, dont les maisons portent des codes barres à l'entrée, où quand la police passe, elle peut scanner et savoir si les gens font la prière, s'ils boivent de l'alcool, s'ils mangent du porc, combien il y a de gens, quelle est la fréquence de leur rapport sexuel. Et on envoie chez ces gens des gens qu'on appelle des agents du régime, qu'on appelle des cousins, qu'on oblige les Ouïghours à appeler des cousins, et qui viennent s'installer et habiter pendant une semaine chez vous et dormir dans votre lit. Et si vous refusez d'avoir des rapports sexuels avec cette personne, ça prouve qu'en fait vous êtes hostile à l'identité chinoise et au gouvernement chinois. Donc en fait c'est quoi? C'est non seulement le viol de l'intimité, mais c'est le viol réel, systématisé, organisé, et en plus c'est la perversion ultime de ce système, mais qui rappelle la perversion ultime du régime soviétique ou du régime maoïste chinois, qui est qu'on est obligé d'appeler ces bourreaux, les gens qui viennent chez vous pour vous persécuter, pour violer votre femme, pour vous endoctriner vos enfants, vous êtes obligé de les appeler cousins, comme si c'était vos amis, comme si c'était quelque chose de proche. Et donc en fait, en faisant ça, on rend un peuple fou de douleur, et on espère aboutir à l'éradication de son identité. Il s'agit de les tuer vraiment psychiquement, voilà. En plus de la torture physique. Vous le disiez, donc c'est une région qui est aussi donc une zone, aussi j'ai peut-être envie de dire même surtout, en fait finalement une zone stratégique. C'est un carrefour d'oléoducs, elle ouvre sur les portes de l'Asie centrale jusque l'Europe, elle est riche en minerais. Est-ce que c'est pas plutôt pour des intérêts et des enjeux géopolitiques qu'on cherche à éradiquer cette ethnie? Et vous savez, quand vous avez un massacre de population, il y a toujours une multiplicité de facteurs. Donc on ne décide pas de tuer un peuple juste pour une seule raison. Il y a des intérêts géostratégiques, il y a une haine ethnique, il y a l'islam aussi, qui est spécifiquement visé, parce qu'en plus, le fait qu'il soit musulman permet de justifier la répression et la déportation au nom de la lutte antiterroriste, et tout le programme de mise en camp d'un peuple s'appelle un programme de déradicalisation. Et la manière dont ils nomment leurs camps de concentration, c'est des centres de rééducation. Et pourquoi on veut les déradicaliser? Depuis l'avènement de l'hyperterrorisme mondial, c'est à chaque fois la raison qui est donnée par les régimes autoritaires. Je veux dire, Vladimir Poutine, il a massacré 20% de la population tchétchène au nom de la lutte antiterroriste. Et donc les Chinois, ils voient ça, le gouvernement chinois, ils saisissent la carte de l'antiterrorisme pour régler la question ouïghour. Est-ce que le peuple chinois soutient cette répression du régime? La réponse à ça, c'est on n'en sait rien. Et c'est le propre des régimes autoritaires. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous êtes un citoyen chinois, vous exprimez votre mécontentement vis-à-vis du gouvernement, vous allez en tôle. On sait qu'à Hong Kong, là où ils avaient plus de liberté, eh bien, ils ont exprimé une solidarité avec les Ouïghours. C'était important de le dire pour éviter quand même certains amalgames. Et bien sûr, il faut faire très attention quand on parle. C'est pas les Chinois, c'est le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, les relais du Parti communiste chinois, les entreprises qui sont liées au Parti communiste chinois, tout ce qui forme le système de gouvernement chinois qui est responsable de cette répression. Les citoyens, on ne leur a pas demandé leur avis. En tout cas, il y a d'autres responsables. Selon vous, ils sont sur le continent européen. En juillet dernier, vous déploriez le mutisme et l'inertie tant de la France que de l'Europe et même de la communauté internationale. Il y a des choses qui ont bougé depuis, non? Sur le mutisme, il y a certaines choses qui ont bougé. Je veux dire, au bout d'un an de campagne, on a réussi à arracher de la bouche du président de la République française 2 ou 3 mots sur les camps de concentration et les Ouïghours. Bien sûr, c'est un premier pas. Mais enfin, on a quand même eu le spectacle d'Emmanuel Macron qui allait 3 jours à Pékin, trinquer au champagne avec Xi Jinping, le premier chinois, et qui à aucun moment de son voyage en Chine n'a prononcé le mot Ouïghour ou le mot camp. On a eu un silence assourdissant de la classe politique française. Mais là, depuis, là, maintenant, il y a des mots qui sont prononcés. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est, OK, on va se réjouir parce qu'il y a des mots qui sont prononcés. C'est bien, c'est un premier pas. Mais à partir du moment où vous dites, il y a des camps de concentration, ce que le gouvernement français confirme de manière officielle, il y a des camps de concentration en Chine où on parque une population entière. D'accord ? Vous dites ça. Mais derrière, la première chose que vous faites, c'est que vous expliquez ce que vous allez entreprendre pour lutter contre ça. Quelle est
l'action qui a été proposée. Alors, Aucune. Paris a demandé l'accès d'observateurs dans la région, suite notamment à l'interpellation du ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Ouais. Très bien. Donc on demande l'envoi d'observateurs. Je suis tout à fait pour qu'on demande l'envoi d'observateurs, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ça aboutisse? Quel type de pression on va exercer sur Pékin? Quel type de renoncement à quel type de contrat on va être prêt à faire pour que notre demande ait la moindre chance d'aboutir? Nous, au Parlement européen, on a voté il y a déjà 1 an une résolution qui demande des choses extrêmement claires. Qui demande, que les responsables chinois de la répression soient placés sur une liste de sanctions ciblées. Il faut sanctionner les coupables de ce crime contre l'humanité. La deuxième chose, c'est que les entreprises chinoises qui sont partie prenante de ce système de surveillance et de répression soient sanctionnées, qu'elles n'aient plus accès au marché public en Europe, qu'elles ne puissent plus faire des partenariats avec les régions françaises ou avec les conseils départementaux français, que finalement on puisse avoir une liste noire des entreprises chinoises et enfin qu'on puisse aussi sanctionner les multinationales qui bénéficient, via leurs fournisseurs chinois, du travail forcé des Ouïghours. C'est des demandes qui sont extrêmement précises. Personne ne demande à la France, à l'Europe, d'entrer en guerre contre la Chine. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais entre ne rien faire et entrer en guerre, il y a tout un espace qui s'appelle la politique et qui suppose des actions. Mais c'est toujours ça le problème en droit international, droit européen. On a des outils, typiquement la résolution qui a été votée, qui n'a pas de valeur contraignante. Ouais. Voilà, ça n'a qu'une valeur morale. Donc ça n'engage pas même les pays qui ont adopté cette résolution. C'est aussi tout le paradoxe. Mais bien sûr, et c'est toute la faillite. Et je l'ai vu même des fois chez des jeunes qui disent « Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre la Chine, l'empire chinois, la puissance économique chinoise ?» Mais ce fatalisme-là, qui permet l'inaction, il est fondé sur une analyse fausse de la situation. C'est l'idée que nous, on serait dépendant de la grande puissance chinoise et qu'on serait faible. Enfin, l'Europe, c'est le premier marché du monde. C'est potentiellement la première puissance commerciale du monde. Et les dirigeants chinois ont autant besoin de l'Europe que nous avons besoin d'eux. Alors, s'il n'y a pas de conséquences économiques pour le marché européen, pourquoi, dans ce cas, l'Union européenne refuse? Mais parce que l'Union européenne a décidé qu'elle serait faible politiquement. C'est une décision, ce n'est pas une fatalité. Ils ont décidé de ne pas assumer leurs principes. Ils ont décidé que le commerce, en tant que tel, était un objectif et non pas quelque chose qui sert des objectifs plus hauts, plus politiques, des objectifs de principe ou même des objectifs d'influence. Pourtant, plus récemment, il y a eu 39 pays, dont la majeure partie de pays européens, avec les US, les États-Unis, le Japon, l'Australie et d'autres pays, ou encore le Canada, ont soutenu une déclaration à l'ONU exhortant Pékin au respect des droits humains et à l'accès d'observateurs dans cette région autonome. Donc ces pays européens agissent sur la scène internationale. Ils font des déclarations, ce qui est beaucoup mieux qu'avant et c'est très bien. Ils font des déclarations sur la scène internationale, mais quelle est derrière la stratégie? On est en train, faut voir où on en est. On est en train de se retrouver dans une situation où quelqu'un qui nous semble aussi détestable, aussi dangereux, aussi catastrophique du point de vue de la démocratie, de l'état de droit, des droits humains que Donald Trump prend des actions. On sait très bien que Donald Trump est quand même un rival économique la Chine. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. En fait, l'oppression ouïghour est quand même un prétexte pour renforcer des sanctions contre la Chine. Grave. Oui, bien sûr. Il ne le fait pas par humanisme. D'ailleurs, sa première réaction quand il a appris qu'il y avait des camps pour les musulmans en Chine, si on en croit ses anciens conseillers, c'est de dire c'est super comme idée. Donc c'est pas par humanisme qu'il le fait. Moi, honnêtement, il y a 3 millions de personnes en camp de concentration, j'en ai rien à foutre. Pourquoi il le fait? Je m'en fous. C'est-à-dire que c'est pas mon problème. Je veux pas me soucier de pourquoi il le fait. Si Emmanuel Macron le fait parce qu'il a envie d'être réélu et qu'il voit que ça plaît aux jeunes, mais qu'il le fasse. Si Macron le fait parce qu'il a envie de pousser les avantages économiques de la France, qu'il le fasse. Ma seule préoccupation, et je comprends bien les gens qui sont dans des analyses en disant oui, mais c'est pas pour ça qu'il le fait, c'est pour ça, derrière il y a des intérêts. On s'en fout qu'il y ait des intérêts derrière. Il y a urgence. Mais oui, moi ce que je veux, c'est qu'il mène une politique qui conduit à faire pression sur le gouvernement chinois pour libérer et fermer ces camps. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire alors que la Chine est un membre permanent du Conseil de sécurité et dispose à ce titre d'un droit de veto qui lui permet donc de bloquer toute décision ou résolution, quelle que soit l'opinion majoritaire du Conseil? Comment faire? Déjà, donc, vous venez de résumer le problème. On sait que ça ne passera pas par l'ONU, qu'à l'ONU, tout sera bloqué, que d'ailleurs à l'ONU, il y a, au-delà du droit de veto de la Chine et de la Russie qui soutiendrait la Chine dans ce cas-là, il y a de toute façon, parce que vous avez cité la liste
des pays qui ont signé la déclaration allemande de condamnation de la politique chinoise. Il y a aussi d'autres listes dont on peut parler, de pays qui approuvent la politique chinoise de déradicalisation, c'est-à-dire d'enfermement d'un peuple dans des camps de concentration. La liste de la honte, celle que vous La évoquez liste de la en honte, juillet. et qui est plus nombreuse, je vous signale, que la liste des pays qui soutiennent les condamnations allemandes de la Chine. 46 Il y gouvernements. a 46 pays qui disent officiellement, via leurs représentants à l'ONU, que ce que fait la Chine aux Ouïghours est très bien et que c'est un exemple de lutte contre la radicalisation et contre le terrorisme. Et donc, dans ces pays-là, alors bien sûr, il y a fort peu de démocratie, soyons clairs, mais ça va de la Russie au Pakistan, à l'Arabie Saoudite. Et il y a plein de pays qui se proclament musulmans et qui vont approuver la politique qui conduit à mettre en camp des gens parce qu'ils lisent le Coran ou parce qu'ils envoient des vœux pour l'Aïd. Donc à un moment, il faut comprendre le rapport de force à l'ONU, il n'est pas splendidement en faveur de ceux qui voudraient des actions contre le régime chinois. Donc ça ne passera pas par l'ONU. Par où ça peut passer, c'est par l'Europe. Moi, je ne dis pas ça parce que je suis député européen, mais à un moment, on a un ensemble économique, on a fait un marché commun. Ce marché commun, c'est le premier du monde, il faut l'utiliser comme moyen de pression. Vous voulez faire un accord d'investissement avec nous ? Eh bien, d'abord, il y a la première question à régler, c'est qu'est-ce que vous faites de ces 3 millions de personnes que vous avez parquées dans des camps de concentration et dont vous voulez éradiquer le peuple ? Voilà, ça c'est notre première question. Ensuite, on pourra discuter d'investissement. Mais d'abord, on parle de ça, parce que pour nous, c'est central, parce que pour nous, ça touche en fait à notre vision du monde, à ce qui constitue la base même de notre vision du monde. Si on ne fait pas ça, rien ne changera. En tout cas, vous avez montré qu'il était possible d'agir, puisque vous avez mobilisé l'opinion publique, les médias et des politiques. Le 28 septembre, vous avez lancé une semaine d'action contre l'oppression des Ouïghours pour mettre en lumière un génocide en cours. Explosion du hashtag FreeOuïghour, fond bleu en guise de photo de profil, pétition qui a recueilli plus de 220 000 signataires, envoi massif de courriels à l'ambassade de Chine. Il y a aussi une campagne de mobilisation digitale qui interpelle les multinationales et qui rencontre un franc succès. Quelles sont les prochaines actions, Raphaël ? Déjà, il faut continuer. Vous savez, il y a une liste de 83 multinationales qui sont incriminées parce que leurs fournisseurs exploitent des prisonniers ou des travailleurs forcés ouïghours. Nous, ce qu'on s'est promis quand cette liste a été publiée, c'est qu'on irait après les 83. On n'en lâchera aucune et une à une, on interpellera avec tous les jeunes qui participent à nos campagnes sur les réseaux sociaux, chacune de ces marques. Et qu'en fait, on éprouve dans ces campagnes le fait d'avoir du pouvoir, de pouvoir faire quelque chose. Moi, je vois bien, il y a plein de gens qui disent oui, mais à quoi ça sert de mettre un truc bleu sur Instagram, à quoi ça sert de taguer Nike ou de taguer Lacoste ou de taguer H&M, ça sert à rien, c'est juste pour vous donner bonne conscience. La vérité, c'est qu'en fait, si vous le faites tout seul, évidemment, ça sert à rien. Par contre, si vous êtes des dizaines de milliers à le faire en même temps, là, ça a un impact. Et c'est la puissance de l'action collective qu'on redécouvre. En fait, on se rend compte qu'on peut avoir du pouvoir. Et on peut avoir aussi du pouvoir sur nos dirigeants politiques de la même manière. On peut avoir du pouvoir aussi sur les médias. Parce que dans le trou noir qui a englouti les Ouïghours, il y a le trou noir des politiques qui sont restés silencieux, il y a le trou noir des multinationales qui se sont fait du fric sur leur réduction en esclavage, mais il y a aussi le trou noir médiatique. Qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Macron en parle ? Qu'est-ce qui fait que Lacoste renonce à ses fournisseurs chinois ? Et qu'est-ce qui fait que, à la fin, les médias vont en faire, pas leur ouverture de JT, mais au moins une partie de leur JT ? Vous avez une réponse, j'imagine. Ouais, mais c'est parce que tous ces gens sont obsédés par ce que les jeunes pensent. Ces jeunes ont du pouvoir. Et il y a une action que vous n'avez pas citée, mais moi qui me tient à cœur, c'est qu'en fait, on a fait une charte de solidarité avec les Ouïghours destinée aux maires. Et cette charte de la solidarité oblige les maires à faire quoi ? Il y a beaucoup de points, mais il y a un point qui prête à problème, et c'est pour ça que certains maires des grandes villes vont réfléchir, qui est l'arrêt du financement des instituts Confucius. Parce qu'on est par exemple dans une situation complètement lunaire, où en fait les instituts Confucius, qui sont des vecteurs de la diplomatie culturelle chinoise, eh bien, sont cofinancés par les institutions publiques françaises. Donc en fait, en gros, vous cofinancez le fait de développer
la propagande chinoise, même si elle n'est pas directement politique. Et justement, dans ces instituts Confucius, on apprend la grandeur de la nation chinoise et en fait l'effacement des minorités qui sont persécutées. Et on demande aussi des engagements plus généraux, qui est de donner une visibilité à la cause ouïghour dans les actions de la mairie, de renoncer à des partenariats et enfin d'aider aussi la diaspora ouïghour, parce qu'il y a des Ouïghours qui sont en France et dont la voix a été complètement méprisée pendant des années. Et si on sait ce qui se passe dans la région ouïghour aujourd'hui, c'est grâce aux gens de la diaspora. Et donc il faut, par exemple, à Paris, on a l'Institut ouïghour d'Europe qui est mené par Dino Rehan. Il faut que les pouvoirs publics aident ces gens. Le but même de l'Institut ouïghour d'Europe, c'est de préserver une culture qui est menacée d'éradication. C'est de permettre aux jeunes d'apprendre une langue qui est systématiquement détruite par les autorités chinoises. Et en fait, en faisant ça, on permet la survie d'un peuple. Parce que c'est quoi un peuple si ça n'a plus de langue, si ça n'a plus le droit à sa religion, si ça n'a plus le droit à son identité, ça disparaît. Raphaël Glucksmann, le grand rassemblement, la grande mobilisation du 3 octobre a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. Du coup, c'est quoi le plan B ? Le plan B, c'est déjà ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il fallait montrer qu'on était nombreux et qu'on pouvait se mobiliser, même si on n'a pas pu physiquement se mobiliser. Bien sûr qu'on organisera, dès que les conditions sanitaires le permettront, une manifestation physique pour qu'on se rencontre, pour que tous les jeunes qui participent à ces campagnes sur les réseaux se rencontrent physiquement et montrent dans la rue qu'en fait, les enfants de 1789 existent et qu'ils ont des couleurs différentes, des noms différents, des religions différentes et qui sont à l'image en fait de cette France qu'on a du mal à appréhender, qu'on a du mal à admettre, qu'on a du mal à assumer et qu'il faut, à mon avis, au contraire, célébrer. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce mouvement et le faire grandir, on peut suivre sur les réseaux sociaux Raphaël Glucksmann, qui nous tient informés des actions en cours, également Dino Rehan, qui est la présidente de l'Institut ouïghour d'Europe. Raphaël, alors moi je voudrais vous poser des questions qui, on va dire, fâchent. Je vous propose un instant Bourdin. Vous allez me répondre droit dans les yeux. Oui, monsieur Bourdin. En 2018, vous confondez le parti politique Place Publique, qui avait vocation à unifier la gauche en vue des élections européennes. 11 ans auparavant, vous étiez candidat d'un mouvement ultralibéral aux législatives de 2007. Est-ce qu'on peut être de gauche et limité pour le libéralisme économique ? Alors déjà, j'ai jamais été candidat à la moindre élection avant d'avoir été candidat en 2019 pour Place Publique et les élections européennes. Donc, j'ai jamais été candidat d'Alternative Libérale. Mais c'est très bien que vous mentionnez ça parce que ça circule, je le vois partout. Et donc, je vais vous raconter l'histoire très simple. Je fais une conférence sur le Rwanda. Il y a 2 jeunes, David et Saïd, ils s'appellent, qui viennent me voir et qui disent « Nous, on veut lancer un mouvement de gauche libérale pour présenter Bernard Kouchner aux élections présidentielles de 2007. » Je participe à une conférence de ce mouvement. Et je me rends compte pendant cette conférence où moi j'étais venu parler de la France-Afrique et de qu'est-ce que serait une politique européenne et une politique étrangère française qui respecte les libertés. Et je me rends compte qu'en fait le mouvement est beaucoup plus focalisé sur la destruction de la sécurité sociale que sur la France-Afrique et sur l'idée de Bernard Kouchner et du droit de l'homisme. Et donc je refuse d'être candidat pour Alternative Libérale. Mais ce qui est vrai dans l'évolution de ma pensée, c'est en 2008 avec la crise. Et en fait, cette crise, elle conduit à réviser un logiciel qui, il est vrai, et là j'ai écrit même un livre là-dessus qui s'appelle Les enfants du vide, qui, il est vrai, était teinté de libéralisme. Pas un libéralisme économique, mais teinté de libéralisme philosophique qui évacuait la question sociale. J'ai expliqué comment on peut passer d'une vision du monde guidée par cette philosophie libérale à quelque chose qui la remet profondément en cause. Ces gens qui disent « Oui, regardez, Glucksmann, il était libéral », machin, qui sont parfois des anciens ministres de François Mitterrand. Ces gens, donc, qui ont tous gravité autour de la gauche socialiste, ont accepté de travailler et d'honorer, de célébrer comme des larbins un président de la République qui a envoyé, de gauche, super, qui a envoyé des soldats français à des milliers de kilomètres d'ici pour soutenir un régime génocidaire, faire des contrôles ethniques à la sortie des villes de Kigali, et finalement, tout ça sans réaction en France. Donc, quand vous grandissez dans un pays où la gauche est au pouvoir et où il y a ce type de pratique, où la France-Afrique a fleuri sous le règne de Mitterrand comme elle avait jamais fleuri peut-être depuis De Gaulle, ben évidemment, vous n'avez pas un rapport religieux
au discours de gauche. Vous êtes un homme fermement attaché aux droits humains et on vous présente à la fois comme un fervent défenseur de la politique étrangère des États-Unis, qui n'est pas des plus pacifiques. Vous auriez même soutenu la guerre en Irak. Est-ce qu'on peut être humaniste et atlantiste? Non mais alors là, c'est un deuxième mensonge, et je l'ai vu aussi circuler, et jamais avec la moindre source. On a su, Glucksmann, il a soutenu la guerre en Irak. Okay. Quand? Où? À aucun moment, j'ai soutenu la guerre en Irak. Donc je ne sais pas d'où sort ce truc. Parce que vous êtes le fils d'André. Peut-être. C'est ce qu'on reproche au père. Ok, super. Ouais. Et aussi parce que j'ai écrit 2 articles ou 3 articles pour une revue qui s'appelait Le Meilleur des Mondes, où il y avait des gens qui avaient soutenu la guerre en Irak. Enfin, par exemple, Rokhaya Diallo, il écrit pour Washington Post, personne ne va lui demander de justifier l'ensemble des positions du Washington Post, qui par ailleurs était le journal fer de lance de la guerre en Irak. Enfin, je veux dire, Et donc, on a décrété que voilà, c'était ça. Donc ça c'est faux. Ensuite, sur la question de l'atlantisme. Alors la France, elle fait partie de l'OTAN. Ouais. Donc c'est un pays atlantiste. Si atlantiste, c'est vouloir faire partie de l'OTAN. Moi, au Parlement européen, je milite pour qu'il y ait une défense européenne autonome stratégiquement et que donc on puisse même sortir de l'OTAN. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je ne définis pas mes positions en fonction des positions américaines. Si les Américains sont pour fermer les camps où on déporte 3 millions de Ouïghours, je ne vais pas commencer à soutenir les camps où on déporte 3 millions de Ouïghours parce que c'est une résistance à l'impérialisme américain ou à la politique américaine. Donc moi, je définis mes positions en fonction de ce que je pense être juste. Je peux me tromper, comme tout le monde, mais ma première question, c'est pas qu'est-ce que pensent les États-Unis. On vous a vu au meeting que Nicolas Sarkozy a donné en 2007 alors qu'il était en campagne présidentielle. Vous avez également participé à l'organisation d'un voyage de Nicolas Sarkozy en 2011 en soutien au président géorgien dont vous étiez le conseiller officieux. Est-ce qu'on peut être humaniste et sarkozyste? Alors déjà, je n'étais pas son conseiller officieux. Vous étiez son ami? Non, j'étais son conseiller officiel sur les affaires européennes et sur l'intégration européenne parce que je négociais avec l'Union européenne l'intégration d'un pays tiers qui s'appelait la Géorgie. Là, on comprend tout. Le meeting de 2007, j'ai écrit avec mon père un livre de dialogue qui s'appelle Mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy, et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on m'a même dit oui, il a écrit un livre qui est dédié à Nicolas Sarkozy. Mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy, qui est une réponse au discours, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Nicolas Sarkozy, vous êtes sûrement trop jeune, mais Nicolas Sarkozy a fait une campagne contre Mai 68. Ce livre part du meeting de Bercy pour expliquer justement comment 68 est devenu le punching ball de la droite en France et à quel point il faut défendre son héritage. Donc c'est un livre critique. C'est un livre sur Mai 68 qui s'oppose au discours de prononcé à Bercy. Et ensuite, sur 2011, j'ai organisé un voyage de l'ensemble des dirigeants européens qui voulaient venir en Géorgie pour soutenir la Géorgie, pas pour soutenir Nicolas Sarkozy. Vous l'avez dit à maintes reprises, l'internement massif et la tentative d'éradication de la minorité ouïghour rappellent l'Europe de 1930-1940. Pour de nombreux internautes qui vous ont interpellé sur les réseaux sociaux, la situation des Ouïghours renvoie aussi à celle des Palestiniens, au sujet de laquelle vous ne vous exprimez pas ou peu. Quelle est votre position sur le conflit israélo-palestinien ? Alors c'est pareil que je ne m'exprime pas, c'est sûr que je m'exprime moins sur la Palestine que sur les Ouïghours. Ma position elle est extrêmement claire, c'est non à l'occupation, non à la colonisation, non au projet d'annexion évidemment, non à l'extrême droite Netanyahou. Oui à la reconnaissance d'un État palestinien et donc de 2 États qui est la seule solution viable, possible, imaginable sur Terre pour la Palestine et pour Israël. Donc ma position elle est sans ambiguïté, non à la répression à Gaza, non au blocus de Gaza. Oui. Et j'ai vu aussi qu'on me disait « mais pourquoi tu t'occupes pas, comme tu fais pour les Ouïghours, de la Palestine ?» Mais j'ai vu aussi que d'autres internautes me disaient « pourquoi tu t'occupes pas des chrétiens d'Orient ? Pourquoi tu t'occupes pas des Yézidis ? Pourquoi tu t'occupes pas des Yéménites ?» Est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est qu'un engagement pour une cause ? Défendre une cause, c'est 100% de son temps, c'est un engagement constant de tous les instants, c'est une capacité à encaisser les insultes, à avoir des adversaires et à dire « mais je m'en fous que tu penses que je suis monomaniaque, tant que ces gens sont en camp, eh ben, je les défendrai jusqu'à la mort ». Et donc ça, vous ne pouvez pas le faire sur toutes les crises. Enfin, je veux dire, et encore une fois, les critiques, elles peuvent être parfaitement justifiées. Pourquoi est-ce que je ne m'occupe pas non plus des chrétiens d'Orient ? Pourquoi est-ce que tu ne t'engages pas pour telle autre cause ? Sur la question des chrétiens d'Orient, c'est quand même une préoccupation de la France. Non, mais alors, justement, c'est ça. C'est qu'en même temps, ce que je vois, c'est que les Ouïghours, personne n'en parlait. Et donc, le sujet qui était le plus passé sous silence et qui était le plus grave, eh bien, et le plus urgent, c'est la cause ouïghour. Et une dernière question, Raphaël.
Vous avez condamné les propos de M. Blanquer, notre cher ministre de l'Éducation, qui stigmatise le port du hijab et surtout trahissent la loi de 1905. Vous vous prenez en photo avec des femmes qui arborent un hijab, vous lancez un 1, 2, 3, vive l'Algérie au sein du Parlement européen. On va dire que vous allez quand même à contre-courant de ce qui se fait en politique en France en ce moment, où il n'est pas très bon d'être musulman et algérian friendly. Est-ce que c'est un moyen pour vous de renforcer votre popularité ou bien de séduire un certain électorat? Quel est le gain de popularité que vous pouvez espérer, franchement espérer, en défendant les Roms ou en défendant les Tchétchènes ou en défendant les exilés? Moi, j'ai parlé des femmes qui arborent, par exemple, le hijab, qui sont aujourd'hui stigmatisées en France. C'est un petit peu un bol d'air frais de voir un homme politique, en tout cas, ne serait-ce que s'exposer physiquement à côté d'une femme qui porte le foulard. J'accepte la photo, voilà. Mais c'est pas moi qui demande à prendre la photo, mais enfin, je veux dire, où on est, quoi. Moi, je suis un vrai laïc. C'est-à-dire que je suis un laïc pur et dur. Et je suis aussi très ferme sur les idéologies intégristes et tout ça. Enfin, la laïcité, c'est pas de décider comment les filles s'habillent, d'autant plus dans la rue ou dans une conférence. Enfin, genre, voilà, donc moi, je réagis spontanément et honnêtement, je ne sais pas ce qui a gagné à défendre cette position aujourd'hui. Au second tour, on va dire qu'on fait surtout appel aux musulmans pour faire barrage aux idées d'extrême droite. Donc on leur tape dessus jusqu'au second tour et après on les appelle à la rescousse. Moi, je ne fais pas appel aux musulmans, je fais appel aux citoyens. Je pense que simplement, il y a, si vous voulez, par contre, je pense qu'il y a un écrasant problème dans la démocratie française qui est qu'on est méfiant vis-à-vis de toute la jeunesse et en particulier de la jeunesse des quartiers populaires et des banlieues. Mais on est méfiant de l'ensemble de la jeunesse. Et il y a une forme de déconnexion totale entre la jeunesse et les institutions politiques, les institutions médiatiques, la vie politique dans notre pays. Avec une double ration si cette jeunesse est d'origine musulmane ou musulmane. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette jeunesse, elle participe, mais en tant que citoyen. À la limite, on pourrait me reprocher une seule chose, c'est de m'adresser à tout le monde, mais en particulier aux jeunes, parce que je pense que c'est la clé, en fait, la clé de la crise politique qu'on traverse. Et il faut qu'ils exercent leur pouvoir. Et la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est comment on trouve les moyens pour que ce pouvoir s'exerce. Et c'est ça, la République et la démocratie. Merci, Raphaël, d'avoir répondu à mes questions en toute franchise, sans détour. Vous pourrez donc retrouver cette émission, bien évidemment, sur la chaîne YouTube Speak Up Channel. On remercie encore le restaurant Croran, 14 rue de Tracy. Je donne l'adresse, comme ça, si j'ai écorché le nom, 14 rue de Tracy, dans le 2e. Venez ici, c'est un moyen également de soutenir la cause des Ouïghours pour découvrir l'art culinaire ouïghour qui fait partie de leur patrimoine. On se retrouve très bientôt avec un invité que vous allez aimer, on en est sûr.